procès d'un ex-ministre ivoirien du régime Gbagbo, Hubert Oulaye, est accusé de complicité d'assassinat. Une web radio destinée à la défense de la communauté LGBT a vu le jour en Tunisie, une première dans le monde arabe. Puis, 4e édition de la Nuit des artisans au Bénin, un événement célébré par l'ONG Club Excellence à Décry. Bienvenue à toutes et à tous. Je le disais en titre, Hubert Oulaye, un ancien ministre ivoirien du régime Gbagbo, a comparu ce lundi devant la cour d'assises d'Abidjan. Il est accusé de complicité d'assassinat dans le cadre de la mort de 7 casques bleus et 8 civils. Les détails dans cet élément. L'ancien ministre de la fonction publique sous le régime de l'ex-président Laurent Gbagbo est accusé de complicité d'assassinat de militaires de l'ONUCI, l'opération de l'ONU dans le pays en 2012. On le soupçonne plus précisément d'avoir financé à hauteur de 2 millions de francs CFA, soit environ 3 000 €, le groupe armé à l'origine de l'embuscade qui a notamment coûté la vie à 7 soldats nigériens de l'ONUCI en juin 2012 dans l'ouest du pays. Et c'est vêtu d'un costume gris foncé que Hubert Oulaye s'est présenté ce lundi au tribunal. En tout cas, ce que j'ai vu, à condition que je sois contrarié par les débats, dans ce dossier, il n'y a rien qui puisse conduire un individu devant le juge. Rien du tout. Rien. Si ce n'est les motivations politiques. Mais si le procès s'est ouvert ce lundi, l'audience a rapidement été suspendue. L'un des co-accusés d'Hubert Oulaye s'est présenté à la cour sans avocat. Or, la présence d'un avocat est obligatoire lors d'un procès en assises en Côte d'Ivoire. Il y a donc de fortes chances pour que le procès soit renvoyé à une date ultérieure. Il faut dire que c'est le premier procès d'une série qui implique des personnalités de la mouvance de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo qui seront jugées ces prochaines semaines dans des affaires distinctes. En Afrique du Sud, le successeur de Jacob Zuma à la tête du Congrès national africain ANC est désormais connu. Il s'agit de Cyril Ramaphosa. Le vice-président sud-africain a été élu lundi à la tête du parti au pouvoir depuis 1994 avec l'immense tâche de redorer le blason du parti d'ici aux élections générales de 2019. Reportage. C'est le nouvel homme fort de l'ANC. L'élection de Cyril Ramaphosa à la tête du parti au pouvoir met ainsi fin à un épilogue de plusieurs mois d'une campagne très âpre. Selon les résultats proclamés par le parti, il a obtenu le soutien de 2440 délégués contre 2261 pour son adversaire. The distribution of votes is as follows. La répartition des voix est la suivante. La camarade Nkosazana Dlamini Zuma a reçu 2261 voix et le camarade Cyril Ramaphosa a reçu 2440 voix. Nous déclarons le camarade Cyril Ramaphosa comme nouveau président du Congrès national africain. As the new president of the African National Congress. Succédant ainsi à Jacob Zuma, le vice-président sud-africain hérite d'un parti en perte de vitesse, affaibli par la crise économique et les accusations de corruption qui sont prédécesseurs. Cette victoire pourrait le propulser à la tête de l'Afrique du Sud en 2019 en cas de victoire de l'ANC aux élections générales. Au Nigeria, Aïcha Buhari, l'épouse du président Muhammadu Buhari, appelle à des peines plus sévères pour les auteurs de viols. C'était lors d'un atelier sur la maltraitance des enfants à Abuja, la capitale du pays. Sans préciser le genre de punition qu'elle veut pour les violeurs, la première dame du Nigeria, Aïcha Buhari, a affirmé lors d'un atelier sur la maltraitance des enfants à Abuja
qu'il devrait y avoir un contrôle judiciaire pour les cas de viol. Son appel pour des peines plus sévères fait écho aux préoccupations des militants qui estiment que le système judiciaire est trop indulgent pour les auteurs de crimes sexuels. Les cas de viol sont de plus en plus signalés dans le pays, mais les condamnations et les peines sévères ne sont pas courantes. En effet, le Nigeria ne prévoit pas de sanctions spécifiques pour le viol. Les tribunaux ont le pouvoir discrétionnaire de décider en fonction des cas individuels. Cependant, plus tôt ce mois-ci, selon de nombreux observateurs, un tribunal du nord-est de la ville de Bauchi a condamné 2 hommes à la prison à vie pour avoir violé une femme de 40 ans. En Tunisie, une web radio destinée à la communauté LGBT, la première du genre dans le monde arabe, a vu le jour. Objectif, défendre les droits des minorités sexuelles dans un pays où l'homosexualité reste illégale et réprouvée. Voici les précisions. Sensibiliser la population tunisienne, citoyens ordinaires et décideurs politiques sur l'homophobie de la société et défendre les libertés individuelles. Voilà l'objectif que vise Shamsrad, une web radio destinée à la communauté LGBT. Ce qui nous a motivés vraiment, c'est cette situation de la communauté LGBTQ en Tunisie. Tout simplement parce que la communauté LGBT souffre encore des persécutions, quoi que ce soit juridique, judiciaire, quoi que ce soit social, économique, institutionnel. Simplement parce que nous avons besoin d'une média pour parler de ceci ouvertement et de faire passer les messages clairs, sans tabou. Lancé officiellement ce vendredi par l'association Shams, qui veut dire soleil en arabe, l'un des porte-drapeaux de la communauté LGBT en Tunisie, Shamsrad n'a pu présenter ses programmes en studio que ce lundi en raison de problèmes techniques. Les militants LGBT, entendez, lesbiens, gays, bisexuels et transgenres sont sortis de l'ombre en Tunisie depuis la révolution de 2011, mais leurs conditions restent très précaires du fait d'un rejet social violent et d'une législation hostile. En effet, l'article 230 du Code pénal condamne l'homosexualité d'une peine allant jusqu'à 3 ans de prison. Des jeunes sont régulièrement arrêtés et plusieurs ont été condamnés. La stratégie de Shams qui a été adaptée par Shamsrad, c'est l'internationalisation de la cause LGBT. C'est-à-dire qu'on travaille sur le plaidoyer international et Shamsrad, c'est un moyen de plaidoyer pour pousser les décideurs, quoi que ce soit au niveau politique ou au niveau social, pour améliorer la situation de la communauté LGBTQI en Tunisie. Si des militants associatifs ont salué le lancement de la radio, des réactions hostiles ont aussi été enregistrées sur les réseaux sociaux ou dans les médias. Pendant ce temps, au Bénin, l'ONG Club Excellence ADECO a mobilisé vendredi dernier les artisans béninois autour de la 4e édition de la Nuit des artisans, un événement couplé avec la célébration du 18e anniversaire de l'organisation. Ils sont venus de divers horizons du territoire national pour représenter leurs associations respectives à cette 4e édition de la Nuit des artisans couplée avec le 18e anniversaire de l'ONG ADECO. L'objectif de ce dîner de gala est de valoriser le secteur de l'artisanat au Bénin. Au-delà d'être une occasion de convivialité, ce dîner est un creuset pour rechercher et consolider les opportunités diverses afin de replacer l'artisanat dans la classe sociale qu'il mérite. 18 années dans la vie d'une association, ce n'est pas beaucoup. Mais ce n'est pas un peu non plus. Ce qui compte pour nous, c'est l'avenir du secteur de l'artisanat. Et je continuerai, quoi qu'il advienne, à apporter ma modeste contribution. L'une des innovations du groupe, c'est l'organisation courant premier trimestre de l'année 2018 de la première édition de la foire artisanale dénommée Marché béninois de l'innovation artisanale MBI. Créée en 1999, l'ONG ADECO s'est assignée entre autres missions de faciliter la visibilité des œuvres et activités des artisans, organiser les artisans à la base, former les artisans à développer les aptitudes de gestion et de fidélisation des clients, outiller les artisans à l'usage des technologies de l'information et de la communication.
Comment mettre en œuvre les procédures opérationnelles standards de prise en charge des victimes de violences basées sur le genre? C'est la préoccupation qui rassemble pour 3 jours à Cotonou des experts nationaux et internationaux. Reportage. La situation des violences basées sur le genre préoccupe les décideurs et les experts des questions y afférentes. Pour réfléchir sur la mise en œuvre des procédures opérationnelles standards de prise en charge des victimes, l'Association Médecins du Monde a été mise à contribution. Ce sujet des violences basées sur le genre est un sujet brûlant d'actualité, produisant de multiples actions médiatiques et autres initiatives qui malheureusement s'effacent souvent à l'apparition d'un autre sujet de brûlante actualité. Nous souhaitons que cet atelier de réflexion commune nous amène à consolider des procédures opérationnelles durables et pérennes pour la reconnaissance des femmes victimes de violences, pour leur dignité et pour que justice leur soit rendue. L'ambassade des États-Unis au Bénin, partenaire clé, a plutôt mis en relief les besoins. Ces femmes ont besoin de soutien de l'ensemble du gouvernement du Bénin pour prévenir les actes de violence et s'en remettre, ainsi que pour traduire en justice leurs auteurs. Ces femmes ont besoin que le ministère de la Santé leur fournisse rapidement des soins médicaux d'urgence, traite leurs blessures et les IST et leur délivre des certificats médicaux. Les autorités sont conscientes de la gravité de cette situation au Bénin. Ces actes de violence sexuelle et physique, le mariage précoce, l'infanticide, l'excision, l'avortement sélectif et d'autres pratiques culturelles néfastes affectent les droits à la santé, l'éducation, la protection et le développement harmonieux. La mise en œuvre des procédures standardisées nationales de la prise en charge des victimes est donc la bienvenue. Vivement que cette rencontre ne soit pas une de plus et que les retombées se fassent visibles sur le terrain. Et puis en République démocratique du Congo, l'opposition a de nouveau appelé ses partisans à manifester ce mardi pour réclamer le départ du président Joseph Kabila, et ce en dépit de l'interdiction des rassemblements par le pouvoir. Cette marche a pour objectif d'exiger la tenue des élections d'ici la fin de cette année, conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. L'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, parti historique de l'opposition congolaise, a maintenu sa manifestation prévue ce mardi en dépit de l'interdiction des rassemblements par le pouvoir. Objectif, exiger la tenue des élections d'ici la fin de cette année, conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. Selon cet accord entre pouvoir et opposition conclu sous l'égide de l'épiscopat le 31 décembre 2016, des élections devaient avoir lieu au plus tard en décembre 2017. Sous pression internationale, les autorités ont publié le 5 novembre dernier un calendrier fixant au 23 décembre 2018 la tenue de plusieurs scrutins, notamment la présidentielle, pour désigner le successeur du président Joseph Kabila, dont le deuxième et dernier mandat a pris fin le 20 décembre 2016. Mais les leaders de l'UDPS, qui ne reconnaissent pas ce calendrier officiel, estiment qu'il ne s'agit que d'une distraction. L'opposition congolaise, pilotée par l'UDPS, demande le départ du président Kabila dès la fin de cette année, estimant qu'il n'a aucune volonté d'organiser des élections. Le climat politique en République démocratique du Congo est très tendu à l'approche du 31 décembre 2017. L'opposition demande une transition sans Kabila après cette date. Et c'est sur cette note politique de la République démocratique du Congo que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.